en mars 2011. En mars 2011. Ah, la fameuse question. Tu veux que je t'explique? Je sais très bien parce que j'en ai un souvenir vivide, très perceptible. C'est tellement perceptible que je pourrais vraiment le toucher. J'étais dans un restaurant chinois avec toute mon équipe dans la société dans laquelle je travaillais à l'époque. C'était la pause de midi. Je crois qu'il devait être midi ou 1 heure, je ne sais plus exactement. C'est la pause de midi, on était dans ce restaurant chinois à Honancho, d'accord, qui est une station sur la Marunouchi Line, anyway. Et on est tous en train de bouffer, et c'est un vieux restaurant chinois qui est dans un vieux bâtiment, c'est très Showa, qui a été fait dans les années 60, tu vois, donc c'est limite les murs, c'est limite de la pâte, tu vois, cette tenue, ça tient avec quelques poutres, etc., etc. Et souvent dans les restaurants chinois, enfin quasiment dans tous les vieux restaurants, on va dire Showa, entre guillemets, t'as toujours une télé d'allumée, tu sais, avec des news qui passent, ou un vieux drama, un truc comme ça. Et d'un coup, secousse de fou, secousse de malade. On est tous pris de peur, on sort du restaurant, mais attends, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vieux bâtiment comme ça bouge, ça bouge. C'est vraiment, putain, c'est la première fois que j'ai cette expérience. On sort, et là, j'ai un souvenir, je ne sais pas si c'est quelques minutes après, ou 1 heure après, ou quelque chose comme ça, etc. Déjà, il y a une chose, tous les trains ont été interrompus. Moi, je me souviens, j'ai passé la nuit là-bas, j'étais bloqué là-bas. On sort, et là, j'ai un souvenir, je vois des hélicoptères dans le ciel. Et putain, des hélicoptères dans le ciel, etc. Et là, les gens autour de moi me disaient, ah ouais, là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et puis moi, tu sais, je comprends la situation, mais vite fait, tu vois. On retourne au bureau pour voir s'il y avait des dégâts. Bon, il y a eu pas mal de dégâts, des ordinateurs qui sont tombés, etc., etc. Et il y a mon patron de l'époque qui nous ramène une télé, on se met tous autour de la télé, on regarde vraiment les news en temps réel de ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Et je te fais un peu avance rapide, on passe la nuit là-bas, etc. Le lendemain, je rentre chez moi. Et je me souviens d'un truc qui m'a traumatisé. C'est pas le tremblement de terre en lui-même qui m'a traumatisé, c'est ce qui a suivi, et c'est surtout Fukushima qui m'a marqué, moi, plus qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Parce que avec Fukushima, c'était le risque nucléaire, tu vois ce que je veux dire? Et là, on rigole pas, tu vois ce que je veux dire? Là, ça peut toucher tout le monde. Et on voyait qu'à la télé, il y a une espèce de drama. Ils nous parlaient tous les matins. Je me souviens, tous les matins, j'allumais l'hélicoptère et j'allumais la télé. J'allumais la télé, non, mais c'est un truc de fou. J'allumais la télé et je regardais les hélicoptères déverser de l'eau sur Fukushima, tu sais, sur les réacteurs. Je crois que c'est le 1, 2 ou 3, je sais plus. Putain, je me dis, mais c'est chaud. S'ils y arrivent pas, on va tous claquer. On va tous claquer. Ouais. Non, vraiment, j'avais peur. Ouais, non, mais oui, On était on va tous claquer. Mais tous les matins, je regardais, tu sais, je fais alors l'hélicoptère, etc. Puis, et puis je voyais les news. Puis à l'époque, ça faisait déjà quelques années. Ça faisait quoi, 6, 7 ans que j'étais, quasiment 8 ans, non, 9 ans que j'étais au Japon. Donc ça va, je parlais très bien japonais, j'avais du mal à comprendre des news. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il fait cet hélico? Mais je me vois encore en train de regarder la télé avec l'hélico, tu sais, qui largue, enfin les hélicos qui larguent de l'eau, tu sais, sur les réacteurs et tout. Putain, je me dis, c'est chaud. Et là, tu commences à parler avec les mecs, tu sais, que je fréquentais, les Français ou les autres mecs, etc. Et là, t'as l'ambassade qui te contacte, qui dit, oui, le service des armées veut vous donner une pastille d'iode. Tu vois ce que je veux dire? Putain, c'est un truc de fou, une pastille d'iode. Et en fait, je me souviens, on est tous allés à l'ambassade chercher nos pastilles d'iode. Et au moment où tu reçois pastille d'iode, c'est pour te. Alors, je sais pas exactement, mais c'est pour bloquer en fait la pénétration des Rochasen, Rochasen, comment on dit en français? Nucléaire, je sais Non, pas. non, non, les Rochasen, tu sais, ah putain, les Rochasen. Ça dégage quoi Les radiations. les radiations, pour bloquer la pénétration des radiations dans le putain, comment ça? Dans la gorge, quoi. Non, pas dans le ouais, mais il y a un Larynx, non, il y a un organe là qui La est pomme d'Adam. Genre ça. Frérot, dans la bouche, quoi. la thyroïde, Là, il la me fait thyroïde, un quiz, là, le gars. la thyroïde, La la thyroïde, thyroïde. ouais, voilà. Voilà, parce que les Rochasen, ça attaque la thyroïde. Et c'est ça qui cause des problèmes avec ton système, enfin bref, etc., etc. Et donc quand tu prends ça, généralement, ça te permet de te protéger de la thyroïde et tout. Puis on a eu des ordres et tout. On disait, il faut mettre de l'eau pendant qu'elle est encore potable dans votre baignoire, etc. Donc je me souviens encore en train de remplir l'eau de ma baignoire de chez moi parce qu'elle était encore potable, etc. On était tous, il y avait une espèce il y avait une espèce de paranoïa dans l'air. Panique. Panique et paranoïa parce que là, à chaque fois que tu ouvrais le robinet, tu fais putain, mais est-ce que c'est vraiment contaminé? Est-ce que c'est pas contaminé, etc. Et ça a été pendant quelques semaines Il n'y avait plus d'eau. ultra. Bah, ça a été exactement ce qui s'est passé avec Corona. Les réserves, le PQ, l'eau, etc. Plus rien. Tout s'est arrêté pendant quelques semaines, tu vois ce que je veux dire. Et je crois que ça a été le moment où j'ai eu le plus peur de ma life. Et en plus de ça, à ce moment-là,
vu que je voulais me renseigner sur les potentiels risques et ce qui pouvait arriver, etc., j'ai commencé à regarder des vidéos sur Tchernobyl, les liquidateurs, les machins, les trucs. Pour se rendre un peu plus parano. Tu vois, mais ça, c'est mon côté, j'aime bien aller au fond des choses. Et je commence à regarder ça et je me dis, ah ouais, quand même. Et je vois sur les médias occidentaux ils commencent à comparer Fukushima avec Tchernobyl. Il y en a qui disent que Fukushima, c'est pire que Tchernobyl. Je suis là, non, mais c'est un truc de fou. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui se sont exilés, ils sont partis loin de Tokyo, etc. Je dirais même, alors, par rapport à ça, justement, en tant que Français, moi, je suis parti de Tokyo, mais les Français, eux, sont partis du Japon. T'en as beaucoup, ouais. C'est la communauté qui est le plus partie directement du Japon, qui est partie en France, c'est les Français. Et il faut savoir que par rapport à ça, pendant un long moment, ensuite, les Français avaient une mauvaise image parce qu'ils avaient quitté le Japon. C'était enfui du Japon et les Japonais avaient pris ça assez mal. Ouais. Ouais, et moi, pourquoi je suis pas parti? Parce que à l'époque, je jugeais encore que mon destin était lié avec le peuple nippon. Je te jure, j'étais dans un mindset. J'ai dit, si je claque, je claquerai avec tout le monde, ça sera la fin du voyage. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, mon exil au Japon, mon immigration au Japon, mon voyage, c'était la fin du voyage. Voilà. J'aurais pas pu en faire plus. Et c'était là que ça devait s'arrêter. Tu vois. Donc ouais, pendant un moment, il y a eu vraiment cette peur continuelle de savoir est-ce que le nuage, comment ils appellent ça, pas nuage atomique, mais est-ce que les particules vont arriver jusqu'à le césium 117 ou je ne sais plus comment c'est. Parce qu'à l'époque, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, ton langage en fait devient un peu plus technique. Tu sais, c'était un peu comme Corona, tu avais merde, je sais même plus d'ailleurs, j'ai oublié. Mais et j'étais à fond sur le césium, sur les particules, sur les machins. Je me disais, ah ouais, tac. Il faut manger des Uzula Tamago. Je m'étais mis à manger des Uzula Tamago, c'est des tout petits œufs. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas pourquoi sur internet j'avais vu que c'était bon contre les rayons gamma ou je ne sais quoi. Et du coup, les gens, est-ce qu'ils continuaient de sortir Mais attends, après il y a eu une paranoïa sur la bouffe. Parce que les gens ont commencé à esquiver tout ce qui venait d'Iwate, le poulet d'Iwate, tout ce qui venait de la région du Tohoku. Et à chaque fois que j'achetais un truc, quand je voyais Iwate, j'avais mon cœur qui s'arrêtait. Je me dis putain, c'est contaminé, c'est obligé. Ouais. C'est sûr. Attends, c'était obligé. Ouais. Non, mais à l'époque, il y a et à mon avis, je pense que l'industrie, parce que par exemple, Iwate, je sais qu'ils produisent beaucoup de poulet, des œufs, etc. Maintenant, je commence à me dire, ouais, c'est ok. De temps en temps, quand même, je regarde. Depuis cette époque, en fait, j'ai appris à regarder toujours la provenance. Et crois-moi que les kanji, tu les apprends vite. Hein. Crois-moi, les Iwate, les machins, les trucs, les sendai, les machins, etc., tu les apprends ultra vite. Et j'avais ce réflexe de regarder d'où venait la bouffe pour essayer d'esquiver. Tu vois ce que je veux dire? Et généralement, j'essayais de favoriser des choses qui venaient du Kyushu, du sud, tu vois, etc. Il fallait apprendre. Mais toi, vu que tu me dis que ton destin était lié à celui des Japonais, tu t'es pas dit quand même, vas-y, je vais dans le sud du Japon quand même? Non, parce qu'à l'époque, j'étais à fond dans ma carrière. Okay. Il n'y avait pas moyen tu vois, on était ensemble et on allait rester ensemble jusqu'à la fin, quoi. Là où moi,